Donc, bonjour, nous sommes aujourd'hui ici, toujours dans le cadre de Ariane Diez, pour continuer notre étude autour de la création et de la création artistique, bien sûr, dans le milieu scolaire. Nous avons déjà pu voir deux concepts que j'ai envie de reprendre parce qu'ils sont nécessaires pour la suite. Le concept inhérent à comment la musique se produit dans notre cerveau. Et ceci est grâce à deux principes fondamentaux de notre capacité de jugement. Un qui est le principe de causalité, pour lequel quand deux sons sont réunis ensemble par notre esprit, par notre capacité de grouper les sons entre eux, ce principe fait que notre cerveau interprète deux sons comme issus d'une même cause. Et si ce n'est pas le cas, si par exemple je fais un bruit pendant que je parle, là on entend un bruit qui est clairement séparé de ma voix, il n'y a aucun effort à faire, notre cerveau ne réunit pas dans une même classe de repères le bruit de mon stylo sur la table et ma parole. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire que le critère de causalité existe. Quand en revanche je mixe les sons de telle façon ou je propose des sons d'une certaine façon, tels que pour mon cerveau ils sont issus de la même cause, automatiquement le principe de causalité existe. Le deuxième principe est celui des nécessités. C'est un principe d'ordre psychologique, tandis que le premier c'est d'ordre cognitif. C'est-à-dire que notre cerveau, vous le savez très bien, produit une quantité impressionnante de connexions neuronales à la seconde. On parle d'environ 140 milliards de neurones connectés. Donc imaginez-vous le nombre de connexions qui se produisent. Du coup, d'un point de vue ce qu'on appelle les cognitifs, c'est un certain nombre de connexions qui permettent de connaître le monde, donc de connaître deux sons qui se connectent entre eux dans notre cerveau. Quand on parle d'un critère, d'un principe psychologique, c'est un principe légèrement plus lent, c'est-à-dire qui se produit sur une longueur de réflexion un peu plus lente, et qu'en fait ne considère pas seulement l'origine de son, mais quelque part, elle vérifie dans nos classes de repères de notre cerveau si ces sons peuvent être séparables ou pas. Par exemple, le fait que je suis en train de parler, vous n'êtes pas en train de séparer chaque mot que je fais. Vous vous concentrez, malgré les fautes de français que je fais, sur le contenu global. Parce que, d'un point de vue cognitif, vous avez appris que les sons viennent de ma parole, donc vous n'avez aucun jugement autre que la causalité de ma parole. Mais d'un point de vue psychologique, vous groupez tous les sons que je produis comme étant de la langue française. Et dans cette classe que vous appelez langue française, vous évacuez un certain nombre de parasites issus de mon accent italien et de mes fautes certaines pour retenir le contenu principal. Donc le double critère de causalité et de nécessité sont les deux jugements que notre cerveau fait d'ordre cognitif et d'ordre psychologique pour ne pas dire simplement qu'il y a deux sons qui vont ensemble, mais il y a quelque chose de plus qu'un simple son ou qu'une simple série de sons. J'étais obligé de faire ce rappel parce que on va voir la suite. Au cours du XXe siècle, parce qu'avant le problème ne s'est pas vraiment produit, nous avons eu un problème, une séparation entre la notion de système, esthétique et style. Avant cette période, avant le XXe siècle, cette séparation était relativement claire dans l'esprit de chacun et est relativement facile à identifier. Et comment Ouais. Du coup, en fait, le principe de nécessité et de causalité, c'est un peu comme l'accord ou la mélodie, dans le sens où ça peut être la causalité, ce serait l'harmonie verticale et la nécessité. C'est une excellente question. En fait, effectivement, le principe de ça c'est un exemple un peu grossier et on va dire qu'on considère qu'il y a des neurones extrêmement lents. Okay, mais effectivement, le principe de causalité s'est produit de façon quasi instantanée pour nous, en tout cas au niveau de l'écoute. Et ça concerne la verticalité, quand deux sons, ça peut être même deux accords, ça peut être des agrégats, ça peut être deux timbres qui se superposent ou qui se suivent. En tout cas, pour nous, il y a clairement une dualité. On reconnaît qu'il y a deux choses séparées et notre cerveau tend à les mettre ensemble. Ceci est un critère cognitif de base de notre cerveau on l'a vu quelque part dans le modèle corporocentré, ce que j'avais nommé le modèle numéro 4, qui est nous avons une capacité innée à ordonner les éléments. On a tendance à pas seulement les ordonner, mais à les classer dans des groupes similaires. C'est quelque chose qui visiblement vient de la survie et qu'on a appris que dans des cas analogues, on se comporte de façon analogue.
ceci d'une façon extrêmement rapide, en tout cas au niveau neuronal, même si la musique est un peu plus lente que les neurones. Quand on entend deux sons qui visiblement pour nous sont séparés, à la fois, comme tu dis, dans un profil mélodique, donc dans une séquence, ou dans leur verticalité, le critère est strictement le même. Parce que le critère de dualité pour nous, quelque part, est non pas hors temps, mais il est, dans ce cas, le jugement se fait à l'intérieur de la mémoire échoïque. Ça se fait dans un cadre de cohabitation, soit purement mnémonique, si c'est dans le cadre horizontal, ça veut dire du profil. J'ai entendu un son, immédiatement j'en entends un autre. Pour moi, ils font partie du mémoire à court terme, et dans ces mémoires à court terme, je cherche à les mettre ensemble. J'entends deux sons en même temps, j'ai la conscience qu'ils sont séparés quelque part par la nature, okay, par leur propre nature de timbre, de X raisons, ou par le fait que j'arrive à identifier deux fondamentales différentes, ou que j'arrive à identifier deux accords différents, et je les ai mis ensemble. Donc, il y a un problème réel qui s'est produit au cours du XXe siècle, qui est la séparation, ou moi j'aurais tendance à dire la confusion. La confusion vient d'un terme très connu qui est la fusion, que vous connaissez très bien. Et fusion, ça veut dire fusionner ensemble. Quand on fusionne deux choses ensemble, malheureusement, c'est rare de produire des chefs-d'œuvre, à ma connaissance en tout cas. Parce que ce n'est pas de l'hybridation, ce n'est pas de l'assimilation, c'est la confusion. C'est pas par hasard qu'on a utilisé ce terme. C'est plutôt une banalisation des ressources. Je vous donne un exemple très connu. Vous prenez un très bon vin, de la très bonne eau pétillante, ok, bah, vous le mélangez et bah, vous produisez une piquette. Et après, impossible en tout cas, il faut faire des efforts. Je ne crois même pas que dans certains cas on puisse le faire, mais impossible de les séparer. Donc quand il y a confusion, c'est là que dans nos sociétés, dans nos groupes de travail, dans nos collectivités, on produit ce qu'on appelle les fautes de catégories. Et malheureusement, les fautes de catégories, c'est quand il y a la fusion effectivement de deux sources étranges entre elles qui se mélangent et qui dans cette confusion, bah, les fautes de catégorie une fois produites, on ne peut pas les supprimer. On ne peut pas les résoudre, pardon. La seule façon de les résoudre, c'est de les supprimer. Alors là, je ne veux pas rentrer dans des réflexions autres que nous vivons dans tous les jours politiques, mais on a vu en Italie, en France et ailleurs, à chaque fois qu'on mélange par exemple une source économique avec une source politique dans la même personne, ça produit une confusion, ce qu'on appelle nous un conflit d'intérêts. Hein. C'est typiquement le cas. Quand on sépare les choses, on a des sources séparées qui marchent très bien, quand on les met ensemble, peut-être ça profite à un individu, mais nous comme société, on les appelle des conflits, quelque chose qu'on a tendance à éviter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le XXe siècle, on a effectivement confondu technique parfois avec esthétique, ou système avec esthétique. Et il est clair que la notion de style a été banalisée. Je vous dis ceci parce que quand on s'adresse... Alors évidemment, ceci avant la naissance de l'informatique musicale. Quand l'informatique musicale arrive, bah, cette sorte de confusion devient est accélérée par les nombres de productions qu'on peut faire aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il faut classifier nécessairement les choses à tout prix, mais c'est important de savoir à quel moment une confusion se produit. Et si on doit enseigner la création, il faut être toujours avec une certaine clarté d'esprit pour faire face à des questions que les jeunes notamment posent. Est-ce que c'est de la musique instrumentale? Est-ce que c'est de la musique acoustique? Est-ce que c'est de la musique électroacoustique? Est-ce que c'est de la musique mixte? Est-ce que je fais de la pop? Ou quel type de pop je fais? Est-ce que je fais de la musique savante? Du moment que les outils parfois sont strictement les mêmes, et que du coup on s'adresse à des questions esthésiques ou esthétiques, et surtout on va voir dans un instant systémiques et stylistiques. Les systèmes, dans l'histoire de la musique on en a plusieurs, pas des tonnes non plus, mais il y en a plusieurs. Un système est un ensemble de règles, de lois et d'éléments. Ça c'est une des définitions possibles, vous en trouverez plein d'autres, mais on va dire celle que moi je privilégie, c'est celle-ci parce qu'en musique elle est très pertinente. Donc on a des ensembles d'éléments qui sont groupés en classes, des repères, qui sont traversés par des fonctions, des règles et des lois, et qui sont fédérés de telle façon afin de produire des résultats de façon efficace. Donc un système est une ingénierie humaine, en tout cas j'ai envie de dire aujourd'hui humaine, notamment dans le cadre de la création artistique, qui, en mettant ensemble des éléments, en utilisant des fonctions, des règles et des lois, produit des résultats de façon efficace. Pour nous, ce qui est efficace,
on le verra dans les cours inhérents des archétypes, reviendra à la stéréotypisation, au fait qu'on peut faire une chose plusieurs fois, sans nécessairement se poser toujours la question, est-ce que le système tient, hein? Est-ce que le système est pertinent? Donc généralement dans l'histoire de la musique, il y a eu des personnes préposées aux études des systèmes, d'autres à la suite qu'on va voir dans un instant. Donc quand un système est bâti, ça veut dire que nous avons des éléments, ce qu'on parfois on appelle les paramètres, hein, que dans un langage simplifié, c'est la hauteur, la durée, l'intensité. Ça c'est un langage vraiment d'une autre époque. On verra dans les prochains cours à combien de paramètres nous avons, mais en tout cas, les éléments sont manipulables par le fait qu'il y a des paramètres qu'on peut changer. Et le résultat qu'on va produire n'est pas un résultat neutre. Il n'y a pas de système neutre, ça n'existe pas. Parce qu'ils sont faits par des êtres humains, et du moment que c'est fait par des êtres humains, c'est réfléchi, c'est pensé avec un but, hein, avec un objectif. Quand ces objectifs sont convergents, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui envisagent l'utilisation d'un système d'une façon similaire, pas d'une même façon. C'est comme si on peut parler de la politique, on peut dire que la gauche envisage un objet vu par cet axe, le centre par cet axe et la droite par cet axe. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ont tort ou raison, il y a des visions différentes, et que dans ces divisions différentes, on peut dire que ceux qui regardent un objet depuis la gauche, ils fédèrent une vision du monde. Ceux qui le regardent depuis la droite, ils fédèrent d'une autre vision du monde. Les esthétiques, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que les esthétiques, et je parle bien en pluriel, c'est des fédérations de vision du monde. Si nous prenons comme exemple le système tonal, le système tonal a été bâti à une certaine époque selon des fonctions, des règles et des lois. Les fonctions, c'est des applications locales, c'est-à-dire quelque chose qui s'applique parfois entre un accord et l'autre, ce qu'on appelle la fonction de la dominante sur la tonique, ou la fonction de la sous-dominante. N'importe où nous sommes dans le système tonal, quand on dit dominante, on part d'une fonctionnalité précise. Quand on dit tonique, on part d'une autre fonctionnalité. N'importe où nous sommes dans... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une fonction appliquée à des hauteurs, donc à des notes, à des accords. Donc on a clairement comme éléments, on a les notes, les accords, les gammes, donc les tonalités. On a des fonctions de transposition entre une tonalité et l'autre. On a des fonctions harmoniques entre un accord et l'autre. Mais après, nous avons des règles. Les règles, c'est un stade un peu plus élargi, ce n'est jamais local. Si la fonction elle est strictement locale, de l'ordre de la contiguïté, une chose qui est contiguë à l'autre, les règles sont plutôt dans une vision, on peut dire, un peu plus élargie. Les règles, c'est par exemple, toujours dans la tonalité, dans la gestion des accords, l'interdiction de faire des quintes parallèles entre deux voix. Ce sont des règles peut-être que vous ne connaissez pas nécessairement, parce qu'elles font partie d'une histoire de la musique qu'on appelle le contrepoint, qui aujourd'hui a été, pour X raisons, un peu écarté. Mais à un moment donné, on avait l'interdiction de jouer deux quintes, do, sol, ré, la, ça ne se faisait pas. On avait décidé, pourquoi? Parce que les règles, c'est une hiérarchisation des fonctions. Alors, do, sol, ré, la, ça ne se fait jamais. Dans l'instrumental, ça pouvait se faire, mais dans la musique vocale, c'était plutôt interdit. Pourquoi? Parce qu'on avait privilégié l'indépendance des voix, et donc les quintes ainsi que les octaves étaient des consonances dites fortes, et on évitait de les faire en parallèle parce qu'on perdait la polyphonie. Donc, il y avait une loi, par exemple, privilégier l'indépendance des voix, ça c'était une loi qui était valable partout dans le système, et la loi donc c'est obligatoirement générale, on va dire, elle est globale, elle traverse l'entièreté du système, et les lois, parce qu'il n'y en a plus qu'une, elles définissent le comportement local des règles, qui définissent le comportement encore, on va dire, sublocal, qui est celui des fonctions. Donc le fait que la sensible doit monter, donc la sensible est une note qui appartient au groupe de la dominante, et le fait qu'il doit monter pour résoudre sur la tonique, c'est une fonction. Mais cette fonction est gérée par des lois harmoniques, mais ces lois sont gérées par des règles harmoniques et sont gérées par des lois esthétiques. À un tel point que dans des cas très précis, ce qu'on appelle la cadence phrygienne, c'est quelque chose de très ancien, vous avez le droit de dire, c'est quoi ce truc? Mais c'est comme ça, et c'est bien parfois de faire appel avec l'histoire. La sensible pouvait descendre. Ça veut dire que dans les lois qui ont établies, il y a certains cas, dans cette hiérarchie qui faisait partie du système tonal, si une condition se pose, précisément, ça veut dire que la sensible descend, donc il ne faut pas l'harmoniser comme étant une dominante, ou du groupe de la dominante. Voilà un exemple de ce que le système gère, et comment les esthétiques les interprètent. Donc, parmi, je le coupe avec la hache, donc c'est des coupures stylisées. Il n'y a en moins aucune tentative de vouloir simplifier les choses, mais parfois dans des cours, notamment en ligne, où on va dire le dialogue est
et inexistant, je suis obligé de les schématiser. Donc je vous parlerai un tout petit peu de l'esthétique baroque, classique et romantique. Donc si nous regardons le système tonal, on peut dire que chaque système produit des esthétiques, et des esthétiques produisent des styles. Donc pour vous, ici présent, si vous prenez le système tonal, il a produit la musique baroque, la musique classique et la musique romantique. Peu importe s'ils sont copiés avec la H, et à l'intérieur, si on écoute du Corelli, du Bach ou du Purcell, ou Purcell à la française, ou de Haydn, Mozart, Beethoven, ou Schumann, Schubert, Chopin, Bruckner, Wagner, Brahms, là, vous mettez tout ce que vous voulez, Scarlatti dans les baroques et ainsi de suite. C'est-à-dire, du moment qu'on écoute Bach ou Vivaldi, on sait parfaitement que nous sommes dans le système tonal, que nous sommes à l'intérieur de l'esthétique baroque, dans la stylistique, ou dans le style de Bach ou de Corelli, ou de Vivaldi. Mais tenez-vous bien, si moi j'écoute Vivaldi, Corelli ou Pergolesi, il y a une autre classe que je n'ai pas marqué ici parce que ça créerait trop de confusion, c'est qu'à l'intérieur d'une esthétique, il y a le style de l'artiste, mais il y a aussi la stylistique. Par exemple, on peut parfaitement différencier le baroque allemand du baroque français et du baroque italien. Et même, je peux vous dire, du baroque de l'Italie du Nord ou de l'Italie de Venise, qui est un cas encore plus particulier de la musique baroque, que de la musique baroque de Naples. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est de la même façon qu'on peut parler du romantisme allemand, du romantisme français, du romantisme russe, avec du romantisme hongrois. Et quand on ne les mélange pas, c'est-à-dire si on a une connaissance un peu poussée de l'histoire de la musique, vous allez voir que vous êtes parfaitement conscient d'être à l'intérieur du système tonal, donc même règles, même lois, même comportement, même fonction, mais qui ont été canalisés, convergés, comme c'était un peu l'exemple de la droite, de la gauche et du centre. Les romantiques regardaient la tonalité avec une certaine direction. Les classiques, ils la regardaient avec une autre direction. Les baroqueux, avec une autre direction. Ceci a été un peu perdu. Ça a été un peu perdu dans le XXe siècle parce que la plus grosse faute des catégories qui a été produite, c'est qu'on n'a jamais confondu dans l'histoire de la musique qu'est-ce qu'une fonction, qu'est-ce qu'une règle et qu'est-ce qu'une loi. Or, à partir du XXe siècle, l'exemple de la dodécaphonie est révélateur. Il y a eu quelque part, non pas chez Schoenberg, bien entendu, mais dans les héritages progressifs, il y a une forme peut-être d'adaptation, peut-être de volonté pourquoi pas, parfois c'est simple, c'est plus pratique de simplifier, mais en tout cas, la dodécaphonie qui est née comme technique s'est transformée vite fait en dodécaphonie comme esthétique. Dans certaines lectures de l'histoire du début du XXe siècle, la dodécaphonie est mise au même niveau que la atonalité. Or, la atonalité, c'est pas du tout une technique, c'est plutôt une esthétique. La dodécaphonie est née comme technique pour ne pas répéter un son à l'intérieur d'un groupe clos, fermé, pour dépotentialiser, enlever de la puissance à la tonique. On va dire que, de mon point de vue, mais qui n'est pas seulement le mien, la vision de Schoenberg n'était pas si éloignée que celle de Wagner ou celle de Debussy, qui est de deux façons très différentes. Wagner avec le chromatisme à outrance, il enlève de la puissance à la dominante tonique, c'est-à-dire que cette volonté de sortir du système tonal, Wagner, il exaspère la tonalité, et dans cette forme de saturation de tonique dominante par chromatisme, on ne sait plus dans quelle tonalité nous sommes, chose que Liszt a fait, bien entendu, avant, dans les toutes dernières productions. Et Debussy, avec la gamme de tons entiers, dans la gamme hésatonale, il enlève la sensible. Et donc, en enlevant la sensible, quelque part, il enlève une des fonctions phares, ou fondamentales, on va dire plutôt, de la tonalité. Donc, Schoenberg, qui hérite de cette volonté, comme Stravinsky, ça me gêne de donner que des noms comme ça, mais on va dire comme le début du XXe siècle, parce qu'il y a toute l'école russe qui pourrait rentrer dedans, et pas seulement l'école russe, il y en a un paquet, il y avait cette volonté d'enlever, de sortir de la tonalité. Alors, rappelons-nous qu'on était pile avant et pendant la Première Guerre mondiale, donc on avait envie de sortir d'un mode royaliste, basé sur une vision monarchique. Il y avait encore des rois en Europe. C'est l'époque où, pendant la première, encore aujourd'hui il y a bien sûr des rois, mais on va dire c'est une époque où les drapeaux avaient une force étatique, et qu'après la Première Guerre mondiale, on a changé un peu de vision du monde. Malheureusement, on est tombé dans le pire dans la Deuxième Guerre mondiale, mais après il nous a fallu en dire 25 ans pour comprendre
la Fédération des États. Je vous dis ça parce que quelque part, on le verra dans un autre cours, quand j'ai pu interviewer des personnes qui sont nées en 1925, autour de 1925, comme Pierre Boulez, Luciano Berio et Karl-Heinz Stockhausen, donc j'ai pu les interviewer sur ces problématiques. Eux, ils l'ont dit clair et fort, c'est-à-dire, ils ont dit clair et fort, on avait envie dans les années 50, du coup, à peu près, on va dire, 40 ans au pifomètre, hein, quand on a commencé à vraiment enlever la puissance de la tonalité, ils avaient envie de sortir complètement du système tonal. Okay, donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une lecture, non pas déformée, mais parfois arrangée, dans lesquelles la technique s'est confondue parfois, que la technique est un ensemble de fonctions, les techniques sont un ensemble de fonctions et des règles, souvent pas de lois, pour produire quelque chose d'extrêmement précis. Donc, les techniques ont été mélangées parfois à la notion de règles ou de fonctions ou de lois, qui ont été mélangées à la notion d'esthétique, qui ont été mélangées à la notion de style. Alors, on a toujours peur de dire, du coup, il n'y a pas de nouvelles esthétiques, il n'y a pas de nouveaux systèmes. Sachez ça, j'ai fait de l'autopromotion et je m'en fous. C'est que je sais qu'il y a un groupe qui existe depuis 20 ans, qui s'appelle Prisma, qui est fondamentalement une esthétique. C'est Prisma fédère une vision du monde. On est à une 25 à peu près artistes groupés à peu près sur la planète. On se retrouve tous les ans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une même vision du monde et on a pondu ensemble à plusieurs une nouvelle esthétique qui existe, qui s'appelle la musique hypersystémique. Je le dis parce que pour ceux qui me regardent, ceux qui du coup cherchent sur le net ce que je fais, il y a un bouquin qui s'appelle La musique hypersystémique, qui fondamentalement est le manifeste. C'est une nouvelle esthétique donc, qui date au moins 18 ans maintenant. Pardon. Donc, est-ce que jusqu'ici tout est clair ou vous avez des questions? C'est clair, très bien. Donc, alors maintenant on attaque le fond du sujet. Pourquoi j'ai commencé par le principe de causalité et de nécessité. Donc, aujourd'hui, quand nous nous retrouvons face à des jeunes, surtout je parle aujourd'hui de l'année 2017, quand nous sommes face à des jeunes qui utilisent l'ordinateur est déjà un outil qui a vieilli quelque part. Hein. Donc le questionnement sur et encore une fois, quand on s'adresse à la création, on n'est pas nécessairement destiné à des tout petits. Parfois, on est destiné, à voir souvent, à des adolescents qui du coup ont une palette d'écoute qui aujourd'hui bénéficie, là je le dis de façon positive ou positivante, de l'arrivée d'Internet. De l'arrivée d'Internet qui pour moi, pour ma génération, était une nouveauté. Moi je suis né qu'il n'y avait pas Internet. Vous êtes né, je crois qu'Internet était plus ou moins rêvé, je crois. Je crois. Ou alors vous étiez tout petit quand... Oui, vous étiez déjà né. Mais en tout cas, vous étiez tout petit. Voilà, c'est ça. Donc pour vous, Internet est un fait quoi? Pour la génération de ceux qui ont 8-9 ans aujourd'hui, c'est un fait incontournable. Le réseau est partout. Du coup, quel est un des avantages ou des désavantages? J'ai envie de le voir d'une façon positivante. C'est que, quelque part, la musique baroque, la musique classique, la musique romantique, les musiques qui parfois on dit avec un terme un peu forcé, savantes, hein, étaient considérées par beaucoup de jeunes ou inaccessibles ou élitistes. Moi je suis complètement contre ça parce qu'en quoi Mozart était élitiste, il faut me le dire. Hein. Comme il faisait des pièces qui étaient jouées pour aller à la chasse aux cerfs dans la forêt, on jouait juste de divertissement. En quoi c'est de la musique de tapisserie de Mozart qu'il faisait pour gagner du pain, c'était... Ah non, mais en quoi elle était élitiste, et en quoi la flûte enchantée, ce serait une pièce élitiste. Donc ça, j'en sais rien. En tous les cas, il est vrai que au XIXe siècle, l'enseignement de la musique appartenait qu'aux classes aristocrates, et bien sûr là où il y avait la noblesse chez les nobles. Et donc, il y a eu un héritage que la musique dite savante, qui passe par la lecture, le solfège, ainsi de suite, attire une polémique encore aujourd'hui assez forte. Encore une fois, moi je vous invite à aller voir certains festivals ici à Paris aussi, en quoi c'est élitiste d'écouter Tchaïkovski jouer des façons YouTube, je ne sais pas, je vous jure, je ne sais pas. Hein. Mais du coup, l'arrivée d'Internet a fait une chose, c'est que les icônes de la discographie ont été banalisés. Là, je le dis un peu vite, j'ai fait un autre pas en arrière. Ni Bach, ni Mozart, ni personne avant la naissance des enregistrements a soupçonné être enregistré. En termes d'enregistrement audio. Hein.
bien sûr, Beethoven avait déjà la conscience grâce à l'intervention de Napoléon, donc la création de la muséographie, donc de l'égyptologie, qui nous a fait découvrir qu'on pouvait sauver des choses qui étaient quelque part perdues. Okay, on a commencé à archiver les choses, les archives ont fait que les musées sont nés. Ben, Beethoven a conscience qu'il est un homme assez particulier et que son œuvre va rester. Donc à partir de Beethoven, on peut dire que lui, il avait le souhait en tout cas que son œuvre soit propagée. En tous les cas, pas un enregistrement. Ça c'est certain, parce qu'il ne savait même pas ce que c'était. Okay, donc l'arrivée des enregistrements fait que beaucoup de musique dite savante, donc les 78 tours hein, ou les 33 tours à un moment donné, donc mon père est né à une époque où il n'y avait pas les 33 tours, il y avait les 78 tours, c'était des disques en vinyle. Donc on a commencé à enregistrer des œuvres qui étaient destinées plutôt à l'écoute dans les salles de concert, et à cause du format du disque, toute l'œuvre ne rentrait pas. Et au fait qu'il y avait le side A, le face A et le face B, parfois, dans les partitions, il y a eu le da capo, on jouait 2 fois le thème A, une fois le thème B, 2 fois la reprise, donc il y avait les reprises, bah, ça ne rentrait pas, et du coup, on a créé même une musicologie absurde, dans laquelle certaines œuvres du grand répertoire ont été littéralement coupées, parce qu'elles ne rentrent pas dans les disques. Donc, ça veut dire que beaucoup de familles ont eu accès à la musique enregistrée, et évidemment, quelle musique nous avons enregistrée? On a enregistré ce que les conservatoires, les lieux préposés à l'archivage a filtré. Donc, ce que nous, encore aujourd'hui, on appelle les grands de la musique du passé. Donc, forcément Beethoven, forcément Bach, forcément Mozart, et ainsi de suite. Donc, Gustav Mahler est arrivé tard, parce qu'il n'était pas encore sauvé quelque part, ça. Mais, et du coup, on a créé des icônes. Du coup, l'icône de Beethoven est devenue une icône planétaire, sachant que lui, il n'avait jamais soupçonné d'être enregistré. J'insiste sur ça. Mozart, qui n'avait vraiment pas la conscience de la sauvegarde de ses œuvres, parce qu'il est mort avant même que Beethoven puisse avoir la conscience de soi, mais surtout, prenons l'exemple de Bach, qui encore là, il était oublié par ses propres contemporains. Okay, Bach est devenu une icône de la discographie. Pourquoi je parle des icônes? Parce que quand il y avait les disques en vinyle, ça coûtait cher un disque en vinyle, ça coûtait cher une chaîne hi-fi, ça coûtait cher et quelque part, les musiques enregistrées issues des musiques savantes, au cas de ce que je viens de dire inhérent à la musique savante, étaient partiellement, effectivement, un peu élitistes. Tout le monde pouvait s'acheter un disque qui n'était pas cher, mais en même temps, quand les musiques enregistrées sont nées, c'est là que les musiques pop, ont démarré de façon extravagante et puissante. Et que grâce aux enregistrements, il y a eu tout un tas de groupes de musique pop qui sont nés et qui ont fait de l'enregistrement l'outil de communication, plus que la partition écrite. Qui connaît des partitions écrites des Beatles? Moi, oui, j'en ai vu des transcriptions, mais c'est pathétique, mais on connaît les disques. Okay, Elvis Presley, même Piaf, c'est-à-dire que la discographie a créé des icônes du vivant, de personnes qui ont enregistré en live, qui ont enregistré, entre autres le jazz, qui était enregistré parfois avec la première prise était la bonne, okay, et du coup, on a un problème. La société vivante choisit par le marché des icônes du vivant. Okay, on va prendre l'exemple de Michael Jackson, qui est sûrement parmi ceux qui a profité dans son existence le plus de l'iconographie, de la discographie. Et quelqu'un comme Beethoven, qui est quelque part... Je ne veux pas dire que toutes les familles, mais on a entendu la cinquième de Beethoven, donc quelque part on a un disque qui traîne ou un CD qui traîne de Beethoven, il y en a un qui n'avait pas conçu ça, doit être enregistré et reproduit, et il y en a un qui sait qu'il a reproduit un disque, et du coup il en profite. Et on profite au sens, il l'utilise comme moyen d'expression. Vous comprenez qu'il y a deux équilibres complètement différents. Alors, tant qu'il y a la discographie, un format CD, un format vinyle, dont on a un classement à un ordre alphabétique, ou par année, ou par esthétique, par genre, donc, il y a quelque part une séparation qui se veut, là j'utilise de façon négative, qui se veut hiérarchisante. C'est-à-dire qu'on mettait les musiques savantes, les musiques du monde, les musiques rock, les musiques jazz. Du moment que par le réseau, on accède, les tags existent, mais on veut dire on accède à des sources sonores au même niveau qu'en tapant un texte, donc la baie de Beethoven s'y trouve à côté de la baie de Björk, ou la baie de Berio, si vous voulez. Donc vous voyez à quel point l'accès aux ressources a été flatted, ça a été aplati. Mais non, alors il y a beaucoup de gens, ah oui, ça c'était mauvais. Non, c'est là que je dis non, c'est pas mauvais du tout. Parce que justement, aujourd'hui, on peut faire entrer de la musique qui était quelque part sortie de tout un milieu social qui n'écoutait plus du tout la musique du passé, parce que
elle la considérait justement comme élitiste. Okay. Aujourd'hui, il y a le même accès d'écoute de Beethoven est tout à fait comparable à n'importe quel jeune chanteur youtubeur qui se met sur le net. Alors, Umberto Eco a dit que Internet a donné le pouvoir aux idiots, aux crétins. Quelque part c'est vrai, mais quelque part il y a une chose qui est indéniable, c'est que Internet donne accès à une forme quasiment psychologiquement inépuisée ou inépuisable d'accès à la culture et à la création. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on s'adresse aux jeunes d'aujourd'hui, ceux qui effectivement baignent tous les jours dans le réseau, avoir clair dans l'esprit que un système est un ensemble organisé et une esthétique, c'est une vision du monde, c'est peut-être la base avant d'apprendre qu'est-ce qu'est la création. Parce que celui qui apprend la création comme façon de s'exprimer librement, il n'a rien compris de la création, parce qu'on n'a pas besoin de lui. Si pour m'exprimer librement, j'ai besoin de moi, je n'ai pas besoin d'un tuteur ou d'un prof. Okay? Vraiment pas. Encore moins d'un maître. En fait, le rôle des intervenants, ceux qui interviennent dans les milieux scolaires, le rôle de ceux qui interviennent quand ils sont face à un jeune, ce n'est pas de lui imposer une esthétique, mais c'est de lui faire comprendre que nous sommes dans un système, qu'on peut établir un système aujourd'hui, avec tout un tas de capteurs et des systèmes interactifs, et qu'on lui apprend à regarder le monde avec ses propres yeux. On lui apprend à créer non pas une esthétique formalisée comme un manifeste, mais en tout cas à savoir que ce qu'il fait est une vision du monde. Ça, c'est le rôle d'un intervenant dans un milieu scolaire. Bien sûr que le prof ou le maître va donner sa vision du monde, pour lui montrer qu'il existe au moins une, la sienne, mais qu'il y en a plein d'autres. Or, ça, c'est un acte de conscience que chacun, quand il intervient de la création, doit être conscient de ça. On utilise un système car l'ordinateur est un système, ce n'est pas un instrument. À l'intérieur, il y a des systèmes qui sont les logiciels, parce qu'avec un logiciel comme Max ou Pure Data, moi je peux faire des sinusoïdes, faire de la synthèse modèle C-Sound années 80, ou faire du traitement du signal en temps réel, modèle traitement du son d'aujourd'hui. Et pourtant, c'est le même logiciel, donc le même système. Donc l'ordinateur est un système de systèmes, les logiciels sont des systèmes, et quelque part, il serait temps que les profs s'engagent en regardant le monde d'une direction. Moi, quand je regarde le monde d'une direction, je le dis, en le disant, je définis ce qu'on appelle une vision esthétique, et dans ces chapeaux, que ça pourrait être dans une sorte de parapluie, appelez ça parce que c'est pas carré non plus une esthétique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont lissées et ondulées. Dans cette parabole en vision élastique du monde qu'est l'esthétique, il y a des gens qui disent, Boni, ce que tu vois pour moi c'est mauvais, et donc ils ne viennent pas étudier avec moi, okay? Ou alors ils adhèrent pas à ce que je pense, mais ils peuvent le dire parce qu'ils voient une vision du monde, ou d'autres qui disent, oui, j'adhère à la même vision, un peu décalée, ou un peu comme ça, et donc il y en a certains qui créent leur propre esthétique. Donc, d'où l'intérêt d'une vision du monde. Il n'y a rien de pire qu'enseigner un logiciel, un prétendant, de ne pas donner un imprinting, une impression sur la personne. On le fait naturellement. Il vaut mieux assumer l'empreinte qu'on laisse, en disant, c'est la mienne, je te demande pardon, c'est la mienne, j'ai laissé des empreintes partout, ok? Mais je t'apprends à laisser tes propres empreintes. Le maître n'est jamais neutre. C'est impossible. De même que le matériau n'est jamais neutre. D'ailleurs, on dit que le matériau est non neutre. C'est une autre définition, c'est un autre débat, on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est important de rester sur le fait que si la musique est un jugement, c'est-à-dire que si nous, quand on repère un son, ou des sons, pardon, on les groupe comme classe de repère dans une famille qui sont les musèmes, les éléments porteurs de musique, à un moment donné, quand on est dans la création et on doit nous produire ce double critère de causalité et de nécessité, on doit se poser la question, quel système on utilise? Okay. Est-ce que j'utilise Max ou Pure Data ou Pro Tools ou Logic ou peu importe? Parce que je peux. Ça, c'est la pire réponse du monde. Faire quelque chose parce que je peux, moi je dis, oui, je peux sauter par la fenêtre aussi. Ou alors je peux renverser une carafe d'eau sur l'ordinateur. C'est pas parce que je peux que ça n'a intérêt. J'utilise ça parce que je veux. Et alors, dans le moment que je veux, voire même parce que je le désire, alors là, quand je vous renvoie au cours sur la notion du désir, de la considération et du désir, c'est du coup, je me réfère à tout un tas d'émotions et des sentiments qui traversent mon corps, et j'estime que ce système donné me donne accès à une vision de monde donnée. Et alors là, je suis dans la canalisation de l'énergie qui porte à la création musicale.